Éric Tegner, sur le mécontentement des sénateurs LR et cette division à droite. Et on va pouvoir découvrir dans un instant ce qu'a écrit Bruno Retailleau sur sa page Facebook, parce qu'il donne tous les arguments pour la censure, manque juste le mot censure. Ah oui, non, mais j'ai pas énormément de courage dans sa prise de position, mais c'est vrai que ce qui se passe au Sénat est quand même assez inédit. D'ailleurs, Sébastien Lecornu est quand même l'un d'entre eux, parce qu'il avait été élu au Sénat, donc il s'en prenne d'une certaine façon à l'un d'entre eux. Et également, il faut savoir que le Sénat, évidemment, va avoir sa revanche. Il va avoir sa revanche dans les commissions mixtes paritaires. Ils vont donner du fil à là où les retordre. sénateurs et les députés doivent se mettre d'accord. Et exactement. Et en plus, on se souvient qu'Emmanuel Macron n'a pas eu la politesse d'inviter Gérard Larcher et les différents présidents de groupe lors de la fameuse réunion, vous savez, à l'Élysée, où il se voyait un peu comme le César, à réunir tout le monde. Mais moi, ce que j'aime, c'est la phrase de Sébastien Lecornu, qui explique que suspendre, ça n'est pas renoncer. Extraordinaire. J'ai envie de dire, étant donné qu'il était au ministère des Armées, il s'est peut-être inspiré de la logique de la retraite organisée. Il aurait été capable, sous Napoléon, pendant la retraite de Russie, de dire « Ah non, on ne renonce pas, on ne cède pas, tout se passe bien, tout est organisé ». La vérité, c'est que la suspension aujourd'hui, c'est une reculade, et ça l'est d'autant plus que c'est la seule réforme du deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Oui, mais il se sert aussi de ça pour cornériser Bruno Retailleau. La preuve, c'est que Bruno Retailleau... la première raison, c'est que j'essaie de garder la main non, sur mais mon la groupe. preuve, c'est que Bruno Retailleau n'est invité que dans les réunions de groupe que par visio. Laurent Wauquiez ne l'invite pas à venir physiquement s'exprimer devant le groupe. Johan, mais pardonnez-moi, vous confondez dans la naïveté. Je n'y suis pas habitué. Vous parlez de guerre des chefs, mais Bruno Retailleau n'est pas un chef. Pardonnez-moi, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac n'auraient jamais accepté ça. Il était où aujourd'hui, Bruno Retailleau? Oui, je crois que tu as raison. Sa publication, il fallait aller sur Facebook. Il fallait aller sur Facebook pour la retrouver. Mais non, mais moi, je vais vous dire une chose. J'étais devant le siège des Républicains, rappelez-vous, en 2024. Il y avait énormément de journalistes à ce moment-là parce que tout le monde s'était mobilisé contre le souhait d'Éric Ciotti de s'allier au Rassemblement national. À ce moment-là, on en a vu une de mobilisation. Valérie Pécresse est arrivée, elle a rebroussé ses manches. Il y avait tous les cadres qui sont arrivés devant. Jamais on acceptera de s'allier à l'extrême droite, etc. Ils étaient tous là, ils se battaient, vous le saviez, Johan, ils se battaient pour avoir le micro, pour exprimer leur rejet, etc. Là, il ne s'est rien passé. Rien passé à part une publication sur Facebook. Donc la vérité, c'est qu'aujourd'hui, Bruno Retailleau, pardonnez-moi, il est président d'un parti, il a des possibilités, des instances pour pouvoir réagir. Ce que vous dites, c'est que Bruno Retailleau aurait dû appeler à la censure suite à un texte que j'ai lu. Et là, il se positionne comme un intellectuel qui va faire une tribune sur sa page Facebook, mais il ne fait pas plus. Bon, alors le sujet, les militants, ils le sentent bien quand même. En plus, pour l'instant, il n'y a plus de guerre des chefs sur ce point précis. 75% de gens qui sont d'accord avec lui. Il a la base avec lui. Moi, non, je ne comprends pas. Non, ce que vous dites est complètement faux. C'est pas du tout un soutien clair à Laurent Wauquiez. Il y a une guerre des chefs entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Guerre des chefs, ça fait pas l'ombre d'un doute. Mais sur l'affaire du régime des retraites, il y a globalement, ils ont décidé de dire à peu près la même chose. Donc il y aura pas. Oui, il y aura. Mais ils disent le contraire. Non, il y a un soutien des sénateurs comme prévu. Non, vous vous trompez complètement. Mais non, mais alors là Jean-Claude, j'ai promis de ne pas m'énerver, mais là, ce que vous dites est faux. On était encore avec Laurence Garnier tout à l'heure, sénatrice Ils LR. ne voteront pas la censure, les sénateurs ne la voteront pas. Bah oui, ça c'est sûr, c'est pas eux de la voter. Il n'y a pas de censure au Sénat. Je veux dire, ils soutiennent. Mais non, ils soutiennent pas. La suspension de la réforme. Laurent, Vous n'avez pas lu le communiqué. Laurence Garnier. Tant pis pour vous. Non, mais là. Bon, n'en parlons plus. Oui, vous n'avez pas lu le communiqué. Mais quel communiqué? Le communiqué de monsieur Retailleau. Mais je viens de le lire. Ouais. Je viens de le lire. Et alors, les premiers mots, c'est quoi? Mais Jean-Claude, il n'appelle pas à la censure. Certes, c'est ce qu'on vient de dire avec Éric Tegner. Voilà. Par contre, chaque sénateur dit à titre personnel, je censurerai le gouvernement de Sébastien Lecornu. Ne me dites pas, je n'ai pas lu alors que je viens de le lire, Jean-Claude, s'il vous plaît. Le sujet de Nicolas Roger. Le débat est chaud. Si vous avez 3-4 points de PIB à nous filer en cas de nouvelle dissolution, on prend. Mais si vous avez 1000 milliards, oui, Eric, vous vouliez réagir. Oui, alors moi j'ai... Non mais ça va, je vous ai entendu, vous les avez, vous osez me dire ça. Non mais n'importe quoi. Moi j'ai une remarque, il y a un chiffre, c'est qu'en septembre 2025, on n'a jamais eu autant de défaillances d'entreprises. Bien sûr. C'est un haut niveau, jamais atteint depuis 2009, on était dans le cadre d'une répression économique. 6800 rien qu'en septembre, 14 500 entre juin et septembre. Il y a eu une dissolution. On est d'accord. Cet été. Non, mais il y a eu une dissolution. Non, il n'y a pas eu de dissolution. La vérité, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette instabilité, en effet, comme le dit Jules Torres, elle a un coût, et ce coût, il est énorme. C'est juste ce que dit et je vais vous dire, et si on était totalement cohérent, on ferait effectivement, on demanderait la démission d'Emmanuel Macron, sauf qu'on sait qu'on ne l'obtiendra pas. Et donc la seule chose qui fait qu'on peut faire en sorte d'avoir 18 mois qui soient utiles, c'est une dissolution. Les chefs d'entreprise, c'est ce qu'ils demandent aujourd'hui. Et ce que vous faites, Jean-Claude, c'est quoi ?
C'est ce que fait Emmanuel Macron depuis près de 8 ans. C'est la stratégie de la peur en permanence. Vous n'avez toujours pas appris Elisabeth Borne qui faisait croire à la dernière élection législative qu'effectivement les cartes vitales n'allaient pas fonctionner parce que Jordan Bardella arriverait à Matignon. À chaque fois, c'est la même chose. Ce sont les mêmes qui, en 2017, Emmanuel Macron débat face à Marine Le Pen et dit c'est moi ou le chaos. Le chaos, on l'a eu et on l'a pas eu 8 ans après. On l'a eu avec les Gilets jaunes. Il avait déjà cédé à l'époque en leur donnant 10 milliards. La vérité, là, quand vous nous dites, même cet argument tendant à dire oui, mais vous n'êtes pas à la tête de l'économie, ben dans ce cas-là, on va chercher Bruno Le Maire, vu qu'il a été à la tête de l'économie pendant 8 ans. Sauf que ça a été une catastrophe. Mais quelle crédibilité demain pour la parole politique, Eric Tegner, quand on a Vincent Jeanbrun qui fait partie maintenant d'un gouvernement qui va suspendre la réforme des retraites alors que Bruno Retailleau lui a dit il ne faut pas y aller. Vous avez 6 LR qui sont en train non seulement de pactiser avec la Macronie, mais ça c'était déjà le cas. On disait le risque c'est de se fondre dans le macronisme. Là, le risque c'est de se fondre dans le socialisme. Mais vous savez, quelle crédibilité pour leurs paroles demain. Plus du tout. Mais c'est quoi le macronisme? C'est un doctorat en traîtrise. Et ils ont récupéré les derniers traîtres. Et les Républicains, je vais vous dire, l'énorme problème des Républicains, on le dit depuis des années à chaque fois, quand ils nous sortent le slogan « La droite est de retour », quand ils viennent avec des projets, c'est qu'on leur dit « Oui, mais vous avez perdu une partie de votre électorat parce que vous avez déjà trahi sur plein de choses. » En revanche, il y avait une chose qu'on leur laissait quand même, qu'on leur accordait, c'était l'économie. Et d'ailleurs, ils avaient fait un plutôt bon travail ces dernières années. À chaque fois, ils proposaient des amendements, ils challengeaient à la fois le gouvernement, ils challengeaient aujourd'hui le Rassemblement national. Et là, ils avortent toute possibilité de faire une quelconque réforme. Et ils le font pour absolument rien, pour des postes dans des ministères du transport, le ministère des HLM. C'est-à-dire, c'est ça qui est ils pactisent avec les socialistes. Mais bien sûr. Ils pactisent avec les socialistes. Ils n'ont pas le même regard que toi mais je vais vous dire, sur la situation de la politique française. Il n'y a même pas de pacte. Ils leur font un chèque en blanc aux socialistes. Parce que les socialistes, ils vont continuer. Jules Torres. On pourra voir les propos de Roland Lescure, le ministre de l'économie et des finances. Et pas de censure des Républicains. Moi, je comprends, c'est le programme de la gauche. Et le PS a bien joué. Le PS ne censure pas. Bah oui, c'est leur programme. On reste comme c'est sur l'immigration. On touche surtout pas à l'aide médicale d'État. On augmente massivement les impôts. On va aller faire les poches des salariés aussi. Ça, je sais pas si c'est le programme toujours du Parti socialiste. On verra pendant les débats. Mais que LR accepte un truc pareil. Mais je veux dire, c'est finalement pas surprenant parce que c'est pas la première fois. Ils se sont entraînés les 18 derniers mois. Reprenons le cas de l'AME. L'AME, ils avaient soi-disant un deal avec Elisabeth Borne, donc ils ont accepté que la loi immigration, il n'y ait pas trop grand-chose dedans. L'article 3 pour la régularisation des sans-papiers, Elisabeth Borne a dit on va faire une loi parallèle sur l'AME, on va la réformer. On n'a jamais vu la réforme. Au début, ils avaient dit à Bruno Retailleau on va vous laisser la possibilité de faire une grande loi immigration. Pas de loi immigration. L'année dernière, déjà, les Républicains avaient validé, dans le budget de Michel Barnier, une augmentation des cotisations patronales, quand même. C'est-à-dire qu'au final, vous vous retrouviez sur quelque chose de rétroactif, où vous avez une petite PME, une petite TPE, vous avez une vingtaine, 25 salariés, et d'un coup, vous vous prenez 30 000 € de plus chaque trimestre. Donc, à quel moment, de toute façon, on peut être surpris aujourd'hui? Ils ont abandonné tous ces éléments-là. C'est-à-dire, et l'augmentation des taxes, ça fait déjà plusieurs mois. Moi, au mois de septembre, j'ai reçu un mail de mon comptable qui m'a dit « Ah voilà, la nouveauté maintenant, c'est que par alternant, vous allez prendre 700 € de taxes par an. » Les gens n'étaient pas au courant. Moi, j'ai découvert le truc, mon budget, il était fait, et d'un coup, on reçoit ça. Mais ils ont, alors que c'était quelque chose qui fonctionnait. Et moi, je vais faire quoi? Je vais aller voir mes alternants que je viens d'embaucher, et je leur dis « Écoute, là, il y a 15 jours où je peux te virer, donc vu que je viens juste de recevoir le mail du comptable parce que c'est la rentrée, tu vas rentrer chez toi. » Ben non, on se dit comment? On va serrer la ceinture. Ils vont faire baisser ce que touchent les apprentis. Mais ils veulent baisser et au final les entreprises embauchent beaucoup moins. Il y a plein d'apprentis aujourd'hui qui n'ont pas d'emploi et donc qui ne peuvent pas payer leur école. Et c'est ça. Et vous croyez vraiment que là, c'est le musée des horreurs. C'est l'horreur pour un chef d'entreprise. C'est le musée des horreurs. Un chef d'entreprise, c'est une horreur. Et vous croyez que jeudi, quand il n'y aura pas la censure, vendredi, d'un coup, les chefs d'entreprise qui ont freiné les embauches vont dire ah c'est bon, on est confiant, on va embaucher. Pas du tout. Mais écoutez, c'est la formule que j'ai utilisée chez vos collègues du Figaro. Je savais pas. J'ai dit c'est le musée des horreurs de. Non mais c'est le musée des horreurs de Bercy. Bravo, et les députés LR en sont les guides. Donc, ils font visiter le musée des horreurs de Bercy. Vous allez vous faire taxer ici, regarder une petite contribution par là. Et il y a autre chose quand même là-dedans. Et c'est ce que j'ai essayé de dénoncer aujourd'hui avec Marine Le Pen et mes collègues du Rassemblement national. C'est aussi le cynisme absolument débectant des socialistes. Et puis alors, Olivier Faure, il se sent pousser des ailes. Il est tout puissant à l'Assemblée nationale, il a raison, c'est une grande victoire pour lui. Donc maintenant, il dit nous allons réintroduire la taxe Zuckman et nous verrons à ce moment-là qui est pour et qui est contre la fameuse taxe Zuckman qui vise à taxer les familles les plus riches du pays.
au niveau de l'entièreté de leur patrimoine, y compris l'outil de travail. Éric Tegner. Et qui est une absurdité. Et qui, quand l'idée de la taxe Zuckman avait été mise sur la table, pardonnez-moi, chez les Républicains, ils avaient pris un peu de temps avant de dire qu'ils n'en voulaient pas. C'est-à-dire qu'ils s'étaient même posé la question sur la possibilité de la mettre en place. Il n'y avait pas eu un nom direct. On peut se retrouver finalement avec le même type de taxe demain, qui aura un nom différent. Mais vous savez, c'est pas qu'une histoire de mesures qui sont mises en avant, notamment ce que dit Mme Braun-Pivet. C'est vraiment un problème de fond. Ces gens-là, il y a une notion qui ne leur parle pas, c'est la notion de la transmission. Donc c'est pas pour rien qu'elle est en train de nous expliquer qu'elle veut augmenter les impôts sur les successions, la filiation. Ils ont tout bazardé. Ils bazardent l'histoire de France, ils bazardent tout ce qui a été légué par des siècles, des générations entières, des gens des arrière-grands-parents qui sont morts pour qu'on soit ici, dans un pays en liberté, etc. Ces gens-là, ils vous trouvent réactionnaires dès que vous vous plongez dans l'histoire. Même vous revenez 80 ans en arrière, ils trouvent que c'est un peu trop, alors que c'est 1500 ans en arrière qu'on doit parfois revenir, parce que tout ça, c'est un legs à transmettre. Et ça ne leur parle pas. C'est au-dessus d'eux. Ils sont incapables de concevoir ce genre de choses. Donc c'est pas étonnant qu'ils sont en train de tout bazarder. Surtout que les gens, ils ont un budget serré, en fait. Ils sont à 15 € près. Et donc, en fait, ils vont se retrouver à devoir s'endetter. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand ils s'endettent ? Restaurant en moins pour faire les courses. Et donc, quand ils s'endettent, pour les Français qui nous écoutent. C'est pas comme l'État. Ils payent des agios. Parce que les agios bancaires, franchement, ils se régalent. Et ensuite, ils rentrent dans une situation d'endettement. Puis, ils tombent dans la question du surendettement. Et ensuite, c'est la Banque de France. C'est ça qu'ils vivent. Et ils se retrouvent après à faire des chèques. Le chèque, ils se retrouvent impayés. Ils ne peuvent donc plus faire des emprunts. Et donc, ils ne peuvent plus garantir un avenir pour eux. Et vraiment, je vais vous dire, il faut avoir en tête que vous pouvez être fiché Banque de France pour 500 € d'impayé. 500 € d'impayé. Vous mettez une fichage Banque de France qui peut durer 3 à 5 ans. Ce qui fait que le jour où vous avez besoin d'emprunter, ne serait-ce que pour acheter une voiture à 1500 ou à 2000 €, vous ne pouvez pas. Alors, et ça, les Français, ils le vivent. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas l'État qui, lui, s'endette sans problème. Jamais personne lui... J'aime bien notre débat parce qu'il est concret. Là, vous voyez, il y a des gens qui nous écoutent et qui m'écrivent. Gauthier Lebray, mes parents ont hérité de la maison de ma grand-mère et ils ont payé des droits de succession à leur mort. J'ai hérité de cette maison et j'ai moi aussi payé des droits de succession. Et à ma mort, mon fils héritera de la même maison et lui aussi paiera des droits de succession. Vous vous rendez compte combien de générations payent des droits de succession sur la même maison? Un autre téléspectateur, Gauthier Lebray, les voitures à l'éthanol consomment 20% de plus. Donc si c'est 1,20 € le litre, ça fait plus de 1,40 € en réalité si ça augmente. Les tickets restaurants pour faire ses courses, c'est hyper concret. Il y a des gens qui nous disent je vais avoir moins de tickets restaurants, donc j'aurai moins de choses sur ma table pour dîner le soir. Mais Gauthier, moi je vais te donner un exemple très précis qui m'est arrivé. C'est la même chose sur les entrepreneurs. Moi, mon premier rendez-vous avec mon comptable, je lui disais comment, les impôts, etc. Il m'explique tout et il me dit il faut que tu comprennes une chose, Eric, c'est que ton premier actionnaire toute ta vie, c'est l'État. Pars du principe que 40% de tout ce que tu vas gagner, l'État va le prendre. C'est-à-dire que, franchement, moi, je connais des gens qui sont vraiment bien payés, qui ont une bonne rémunération, ils vont devant les banquiers et en fait, aujourd'hui, les banques refusent les prêts. C'est vraiment très dur. Et donc la seule possibilité notamment de décrocher un prêt pour vous garantir un avenir familial, parce que pardonnez-moi, moi Jules Torres, Gauthier Lebray, on n'aura jamais de retraite. Donc la seule chose qu'on peut faire... ça va, on est bien là. Regardez Jean-Claude Dacier, la seule chose, pas de retraite non plus. Mais nos générations, ce que je veux dire, la seule chose qu'ils veulent garantir, c'est qu'à un moment, passé 60 ans, ils auront une maison et un toit. Et donc il y a besoin de deux choses. Soit de contracter des prêts parce qu'il va y avoir des donations effectivement de nos parents ou de grands-parents, soit la possibilité de s'endetter. Mais même ça, on ne peut plus. Et encore moins si on se retrouve à être taxé, c'est-à-dire que les 100 € qu'on aurait pu mettre de côté chaque mois, eh bien on va les donner à l'État. En plus, à chaque fois, on nous fait sur le temps de l'évidence, vous savez. Oui, que c'est une question de santé publique. Mais l'aide médicale d'État, c'était Lionel Jospin. On laissait les gens mourir sur les trottoirs avant. Dans tous les pays européens, on laisse les gens mourir. Oui, voilà. Évidemment, un migrant clandestin fait une crise cardiaque, évidemment qu'il est pris en charge. Il fait un AVC, évidemment. Il est contagieux, évidemment. Il a une maladie contagieuse, évidemment. Enfin, donc c'est ce qui se passe ailleurs chez nos pays voisins, chez nos voisins européens. Là, on parle de réduire le panier de soins dans lequel il y a des choses complètement abracadabrantesques. Mais non, surtout ne touchons pas à l'immigration, Éric Tegner. C'est-à-dire qu'il y a des Français qui ne peuvent pas aller chez le dentiste parce qu'ils n'ont plus les moyens de se faire soigner les dents. Mais on va laisser le recollement des oreilles dans le panier de soins de l'aide médicale d'État. Ah mais de toute façon, dans ce budget, c'est simple. Si vous voulez ne pas être touché par les augmentations d'impôts, les augmentations de taxes, il faut être soit un étranger, soit un clandestin. Parce qu'il faut quand même savoir que non seulement on ne va pas toucher l'AME, mais étant donné qu'il y a plus de clandestins sur le territoire français chaque année, l'AME va augmenter. Il va y en avoir encore plus l'année prochaine. Moi, ça me terrifie.
Ça me terrifie de voir à quel point les Républicains ont été incapables de négocier quoi que ce soit. Ça aurait pu être la seule chose qui demande. En plus, franchement, c'est pas grand-chose parce que ça n'aurait même pas été la suppression de l'AME. Ah oui. Au final, ils auraient fait une économie de 400 millions d'euros. D'ailleurs, rappelez-vous, quand François Bayrou nous avait sorti du chapeau, on va réformer l'AME, on avait vite compris qu'en fait, c'était que 40 millions d'euros. Mais même cet élément de communication qui tendrait quand même à un petit peu à faire en sorte que les Républicains puissent aller se pavaner sur les médias en disant oui, mais au moins on a réussi à avoir une réforme de l'AME, même ça, ils ne l'ont pas. Ils n'ont même pas de la com. Même le Cornu s'est dit, je ne vais pas parler juste 2 minutes de l'immigration. Non, il y avait absolument alors plus vous faites la transition, parce que justement, ça lui a été énormément reproché. Donc, il s'en est expliqué aujourd'hui au Sénat de ne pas avoir parlé d'immigration dans son discours de politique générale à l'Assemblée. Il n'y a rien de surprenant, parce que rappelez-vous, quand il y avait la loi immigration, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur à l'époque, disait qu'il y avait une hypocrisie chez les Républicains, parce que de nombreux députés LR lui écrivaient très souvent pour demander des régularisations de sans-papiers. Oui, c'est vrai. Donc, on sait très bien que c'est ça. Et quand on est en train de parler de l'AME, mais moi, quand on me dit qu'on fait des réductions de dépenses, etc., il y aura toujours quand même le milliard qui est donné aujourd'hui aux associations d'aide aux clandestins. Moi, je pense par exemple à la CIMAD qui reçoit près de 6,5 millions d'euros par an. Pourquoi j'en parle à la CIMAD ? Parce que cette semaine, on a quand même malheureusement célébré l'assassinat, l'attentat contre Dominique Bernard. Il a été fait par un homme qui s'appelle Mohamed Mogoudchov. Il devait, cet homme-là, être expulsé avec toute sa famille en Tchétchénie. Et qui a empêché son expulsion ? C'est la CIMAD qui s'est mobilisée, avec d'autres associations payées par les impôts des Français comme le MRAP. Voilà. Mais ça, visiblement, les députés, les Républicains, ça ne les intéresse pas. Je voulais intervenir sur ce point-là, parce que moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a un mauvais procès, parce qu'on ne fait pas le bilan depuis un an. Sur l'UDR, le premier point, c'est que ce qu'on entend, c'est qu'en cas de dissolution, l'UDR aurait potentiellement plus d'investiture et dans des endroits avec des personnes qui seront potentiellement éligibles. Donc on pourrait se retrouver avec un groupe UDR potentiellement plus important que les Républicains. Donc le premier point, c'est qu'on constate quoi ? On constate que Marine Le Pen, contrairement à ce qu'on pensait avant, y compris moi, arrive à laisser une place à un allié. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils arrivent aussi quand même à laisser une place à un courant. Je sais que Jean-Philippe Tanguy, à la Commission des Finances, siège par exemple avec un député libéral qui s'appelle Géraud Verny, qui est un chef d'entreprise. Ils n'ont pas exactement les mêmes positions et pour autant, ils arrivent à travailler ensemble à la Commission des Finances. Donc c'est ça qui est important. Exactement. Et ce soir, Anne Mansouri vient d'envoyer un courrier aux députés des Républicains en les enjoignant à voter la censure. Donc c'est aussi le rôle de l'UDR de s'adresser aux élus républicains. Elle le fait concrètement. Mais quand même, Éric Tegner, on a 7 Français sur 10 qui veulent le départ du président. Et moi, plus largement, on va pouvoir, je dis à Valérie, avant d'évoquer la censure, on pourra refaire un point sur le risque de censure demain pour Monsieur Le Cornu. Oui. On va pouvoir réécouter aussi Annie Genevard, parce qu'on ne l'avait pas écouté tout à l'heure, qui était pour la réforme des retraites il y a à peine quelques semaines et qui fait aujourd'hui partie d'un gouvernement qui va tout faire pour qu'elle soit suspendue. Vous pouvez prendre les 6 LR. Les 6 ministres LR étaient contre cette réforme des retraites. Il y a pas... Quelle crédibilité on donne à la parole publique ? Vincent Roy rappelait que Emmanuel Macron avait dit je m'en irai si je sens un rejet de la part des Français. 7 Français sur 10 veulent qu'ils partent. Mais c'est sûr que cette année, on a beaucoup de nominés au prix Nobel de la trahison. Ils vont le prendre à Aurore Berger. Ils sont en train de se battre. Quand on regarde un petit peu tous ces gens, quand même, qui se sont jetés sur des ministères où ils n'ont absolument aucun... En plus, ils n'ont même pas de marge de manœuvre, ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas de visibilité, etc. Ils savaient quand ils ont été nommés que ça pouvait ne durer qu'une semaine, mais non, ils voulaient absolument ça sur leur carte de visite. Mais Emmanuel Macron, bien entendu que les Français n'en veulent plus, ça sent aujourd'hui. Tous les Français, à chaque fois, moi, franchement, à chaque fois que je parle à un Français, et ça m'arrive très souvent, mais je veux dire quelque chose, Martin, je me trouve modéré. À chaque fois. À chaque fois, je suis surpris par la violence qu'ils ont contre le président Emmanuel Macron. Mais vraiment, je n'ai jamais vu un seul Français qui était plus modéré que moi sur ce sujet. Ça veut dire que Emmanuel Macron, les gens... Non mais les gens... Mais même, c'est pas le champ de la modération. Mais même un doute sur les propos et la vérité. Mais pardonnez-moi, même des centristes, même des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron. N'importe quel café. Mais bien sûr, parce qu'ils ont avec honte. les tickets restaurants. Ils ont honte, les gens... Le peu qui reste. À une époque, le vote honteux, c'était le vote Rassemblement National. Les gens autour d'une table, même à Paris, etc., ils n'osaient pas dire qu'ils votaient Marine Le Pen, ils préféraient dire on a voté Emmanuel Macron. Aujourd'hui, les gens n'assument plus avoir voté pour cet homme. Ils n'assument plus. Moi, je vais vous dire, j'aurais presque aimé qu'Emmanuel Macron puisse à nouveau se présenter à une élection présidentielle. Comme ça, pour le coup, vu que vous ne croyez pas au sondage et que visiblement, vous n'écoutez pas les Français, on aurait peut-être fait une élection dans 40 jours. Emmanuel Macron se serait représenté et il ne se serait même pas qualifié au second tour. Il aurait été humilié et en même temps, vous auriez bien compris. Oui, moi, j'ai vraiment de la peine pour tous ces militants, ces adhérents Les Républicains qui, honnêtement, pour beaucoup, sont là parce qu'ils sont là depuis le début, ils sont là
par fidélité, ils sont là par loyauté, parce qu'ils ont aidé des élus, ils ont pris leur temps, souvent bénévolement, le week-end, le dimanche, c'est pas rien, parce que souvent les gens se demandent comment à un moment les Républicains, on peut quand même avoir des adhérents encore, parce que ces gens-là, ils sont fidèles. Et donc là, ils se retrouvent en fait à se faire cocufier. On leur a demandé leur avis puisqu'ils ont reçu un sondage ce week-end. Ils ont voté majoritairement sur 44 000 personnes qui ont voté, 75%. On dit qu'on ne voulait pas voter pour le gouvernement. Ils votent, il se passe rien. Mais ces députés, les Républicains, qui demain ne vont pas voter la censure, pardonnez-moi, quand ils vont se rendre sur les marchés samedi prochain, il va falloir qu'ils viennent en papa mobile, parce qu'ils vont se faire tomber dessus par tous ces militants et Républicains. Lors des prochaines élections, il n'y aura plus personne pour les aider à tracter, pour mobiliser, pour militer. L'énorme drame, et pardonnez-moi de parler de tambouille, c'est qu'étant donné qu'on n'a plus de députés maires ancrés sur le terrain, si on avait des députés maires, si on avait un cumul des mandats, ils écouteraient parce qu'ils savent qu'il y a les élections municipales qui viennent demain. Vous savez, on était habitué à ce que les sénateurs soient les plus modérés et que parfois les députés soient les plus radicaux chez les Républicains. Ça s'est inversé parce que les sénateurs, ils voient très bien que le Rassemblement national monte au niveau des élections municipales. On peut penser à des villes comme Toulon qui peuvent basculer avec leur Lavalette. Et donc, ils prennent ça en compte. Il y a les élections sénatoriales en septembre prochain où dans les grands électeurs, il y aura des gens du Rassemblement national ou d'hiver droite parce qu'il y a toute une catégorie de gens sans étiquette qui sont comme la société, qui se sont droitisés. Aujourd'hui, les députés LR c'est devenu un syndicat aujourd'hui. Et ce syndicat, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, on est en liquidation judiciaire. Donc en liquidation judiciaire, comment on fait pour prendre un paquet en vendant jusqu'aux meubles? Voilà, ils sont en train de tout vendre, d'en tirer un maximum. Et si ce maximum, c'est passer une semaine dans un ministère, eh ben ils sont prêts à le faire. C'est ça qui est absolument fou. Mais s'ils ne veulent pas...